Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe de la chaire de nous donner un peu de place et de donner un peu de place en même temps aux sciences humaines et sociales, puisque c'est un travail, une réflexion que je porte avec Marie-Noëlle Otave sur l'innovation et l'expérimentation au sein des systèmes agroalimentaires ou agri-alimentaires traditionnels corses, en partant de deux chaînes de valeur très bien connues, très bien implantées en Corse, la farine de châtaignard AOP et les fromages fermiers. Alors on connaît les composantes originales des productions corses qui sont marquées par la diversité. La première, qui est finalement rare et de plus en plus rare en Europe, c'est le recours de quasiment toutes les activités traditionnelles à des ressources spontanées très diversifiées. Alors ça va de la prairie, bien sûr, mais ça peut aller sur du parcours de maquis, sur les fruits de forêt, les fleurs, bien sûr, et des ingrédients qui sont complètement congruents avec ce qui nous a été dit de l'agroécologie. Mais évidemment, il y a le revers de la médaille, c'est qu'on est sur des systèmes d'exploitation qui sont très tributaires du réchauffement climatique, des vulnérabilités, vous imaginez, l'emmaquisement, les maladies, des irrégularités d'approvisionnement, en tout cas des TPE largement exposés. La deuxième composante, c'est bien sûr la pluralité des savoir-faire que nous avons, des recettes, des savoirs paysans la plupart du temps, mais qui sont soumis actuellement à un fort délestage. Nelly Lazari nous en a parlé tout à l'heure, qui conduit à des pertes de transmission, des pertes de charge et des transmissions qui deviennent de plus en plus contingentes, tout simplement parce que ces savoirs ne sont pas codifiés, ne sont pas enseignés. Et la troisième composante de nos systèmes traditionnels, c'est la variété des spécialités alimentaires et la prégnance surtout de la production fermière. Ça, c'est quelque chose qui est original, puisque la Corse est en tête des régions pratiquant la production fermière et la vente directe notamment. Et là, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'on a évidemment une atomisation de l'offre, une coopération qui n'est pas facile entre les opérateurs qui sont disséminés et finalement une multitude d'acteurs qui potentiellement décident au moins pour leur production. Donc tout ça, ça pose évidemment en termes d'innovation la question des collectifs. Quels collectifs pour configurer un écosystème d'innovation ? Ils ne sont pas déjà là et on n'est pas sur des clusters ou des districts où il y a des systèmes industriels qui font canevas pour à peu près toutes les entreprises. Alors comment innover dans un environnement marqué donc par des ressources issues de systèmes socio-écologiques complexes ? De quelle façon penser l'innovation lorsqu'on a une multitude d'acteurs impliqués ? De quelle façon gérer une incertitude finalement aux deux extrémités de la chaîne de valeur, autant du côté des ressources et des marchés, et de quelle façon penser l'innovation lorsqu'on n'a pas d'écosystème d'innovation précisément. Ce qui se passe généralement, c'est que de fait, les opérateurs suivent le régime dominant. Donc ça va, c'est des séries d'emprunts technologiques, des recettes prises en fromagerie. Voilà, on voit fleurir des crottins. J'ai rien contre les crottins, mais voilà. Donc il y a des emprunts un peu sauvages, des essais-erreurs qui font pas un écosystème d'innovation robuste. Donc les dynamiques d'innovation, pour autant, malgré ces choses qui sont à la fois des avantages, vous avez vu, et des formes d'handicap, les acteurs et les opérateurs, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, où on a un chamboulement quand même des savoir-faire, ont choisi deux voies, qu'on peut résumer, deux orientations d'innovation. La première, c'est la spécification collective par la qualification de l'origine ou de la provenance. Là, il y a eu des effets de cadrage, des inscriptions juridiques qui font que l'innovation est relativement accompagnée, même s'il y a des insuffisances. Et la deuxième, c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est une différenciation individuelle. On a des producteurs, c'est vrai en fromage, mais c'est vrai en charcuterie, qui essaient des choses, qui essaient alors quelquefois de manière collective, des formes alternatives, qui essaient de conquérir de nouveaux marchés, d'élargir les gammes, de faire des empreintes technologiques, mais évidemment avec toute la fragilité que ça peut avoir lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement. Alors, la première chaîne de valeur, c'est la chaîne de valeur sur la farine de châtaignard AOP. Là, on a une stratégie de relance qui est en cours,
par l'innovation précisément. L'innovation, c'est pas seulement un cap, un plan avec un objectif bien délimité, c'est aussi la volonté de se mettre en mouvement et de manière itérative, de manière progressive, c'est comme ça s'employer à améliorer une situation donnée. Là, c'est les travaux que je vous présente, auxquels je fais référence, c'est des travaux d'un projet H2020 qui s'appelle Moving, qui traite des chaînes de valeur en montagne et qui consiste notamment à penser un programme d'accompagnement de l'innovation ouverte. Et nous avons lancé une prospective qui s'est avérée très intéressante, justement, en termes d'innovation. Ça permet d'enclencher des processus d'innovation un peu originaux. Donc, une prospective, vous en connaissez à peu près les ingrédients. Nous avons réuni des producteurs, des institutions et des gens du conseil pour scénariser, pour ébaucher un scénario souhaitable, des transitions et des échelles d'action, ce qui a permis de dégager des axes ou des lignes d'innovation, en tout cas des axes de programmation d'action. Ça va de la localisation des vergers par la carte. Alors, la carte étant conçue comme un élément de géolocalisation, donc de cognition, de compréhension, mais également comme un élément de délibération, d'aide à la délibération auprès des acteurs. Le deuxième dispositif relève d'une stratégie de renouvellement des vergers. Vous savez que les vergers corses sont très anciens et si actuellement les productions sont en chute, c'est essentiellement parce qu'on a un verger extrêmement ancien. Donc il y a des stratégies à poser. De quelle façon on replante? Est-ce on renouvelle les vergers? Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on plante? Est-ce qu'on régénère? Est-ce qu'on greffe? Voilà, une série de questions de ce type-là. Et enfin, le profilage d'une plateforme d'innovation ou d'approche multidisciplinaire associant des chercheurs, des conseillers et des groupements professionnels. Alors là, ça dégage deux approches de l'innovation. Une innovation filière, qui, là, pour le coup, il s'agit de différencier les farines, et une approche que j'appelle territoriale. Hein. Et là, on a un projet de réunir des sites ateliers, 5 à 6 sites, alors, à l'échelle de la commune, pour essayer de répondre à la problématique générale de la châtaignerie en Corse. Donc c'est une manière ascendante de prendre l'innovation, essayer de voir tel site parle par exemple des questions de coexistence avec les porcs, d'autres sites des questions d'ensauvagement, d'autres sites vont des problèmes d'accès. Voilà, l'idée est d'avoir une approche territoriale et d'innovation en situation et à partir de projets collectifs. Alors l'innovation filière, j'en dis deux mots là. Je parlais d'effets de cadrage, d'effets d'objectifs de production avec l'AOP. Eh bien là, l'idée, c'est de déployer ce capital qui est assez considérable. Hein. Une AOP arrive au fil des années à produire des compétences collectives, des compétences individuelles, des habiletés et en l'occurrence des qualités de farine de haut niveau. Mais là, actuellement, la profession fait part d'un retrécissement des marchés lié notamment à la perte de l'usage culinaire. On pense à la polenta, mais pas que. La farine a besoin d'être redynamisée, puis avec des prix qui ne sont plus en correspondance avec le pouvoir d'achat des Corses actuellement. Donc là, l'innovation va porter sur les procédés, des produits ou des marchés et va être plutôt du côté de la structure AOP vers les producteurs individuels. L'innovation territoriale, c'est donc une deuxième manière de voir l'innovation. Là, le projet s'attache beaucoup plus à répondre aux vulnérabilités du milieu, elles sont nombreuses, je l'ai dit, et au fait qu'il y a 5 chaînes de valeur et 3 activités qui actuellement se prévalent de la ressource châtaigne, sans que cette ressource fasse l'objet de préoccupations particulières dans chacun des cahiers des charges des 5 AOP. Ça pose un souci parce qu'on a une organisation silo finalement qui se préoccupe plus ou mal ou pas assez en tout cas du devenir des châtaigniers. Donc là, l'innovation, elle est organisationnelle et on essaie de penser à une gestion durable de la ressource évidemment avec les parties prenantes pour poser des règles, hein, des choses relativement simples et aux bonnes échelles. Alors, les échelles de la châtaignerie, c'est quoi? C'est la châtaignerie corse, c'est ensuite des vergers productifs aux dimensions de l'exploitant, et ensuite, pourquoi pas aussi des arbres pour des fonctions nourricières, on en a parlé ce matin. Donc là, on profile quelque chose qui ressemblerait à des communs.
Le deuxième exemple concerne les fromages corses. Cette fois-ci, là, l'innovation, elle est générée par la volonté de sortir de l'incertitude, une incertitude généralisée qui concerne les exploitations, qui concerne les débouchés, et qui concerne également et surtout la provenance des laits. Alors là, c'est pas un secret que de dire que c'est un système de production, une profession qui est sous tension entre les tenants d'une importation des laits pour maintenir en fonctionnement des entreprises toute l'année et de l'autre côté, d'autres acteurs, notamment les producteurs fermiers, qui sont beaucoup plus sur l'idée de spécifier des laits et les fromages de façon à maintenir des activités d'élevage en Corse, des activités agricoles. Donc tout ça dans un contexte de chute, en tout cas de baisse des effectifs aux vins et caprins et des éleveurs, et une dépendance alimentaire des troupeaux accrue. Donc l'enjeu, c'est de qualifier les liens entre lait, cru et fromage pour déclencher un processus d'innovation. Alors la question, c'est de savoir, mais à quel moment de la filière, à quel moment de la chaîne de valeur faut-il innover? Est-ce que c'est une innovation procédée comme pour la farine, produit, une innovation marchande, ou tout simplement stabiliser des modèles de production régionaux durables? Alors là, je vous montre très rapidement un schéma, très rapidement, parce que la chose peut être un peu complexe. L'idée, c'est de partir, non pas comme on le ferait sur un schéma industriel pour rejoindre une demande qui a fait l'objet d'investigations, d'études de marché. L'idée, c'est de partir d'idéotypes fromagers, c'est-à-dire convenus par des acteurs locaux, de façon à rebours, à qualifier les étapes et surtout le lait cru. Donc on est dans une démarche qui est un peu contre-intuitive du point de vue de l'économie industrielle, puisque là, c'est des communautés, des collectifs de qualification. Alors là, j'ai mis une photo du concours du jury de concours de fromage, mais bon, des collectifs de qualification, ça peut être des connaisseurs, ça peut être des producteurs, ça peut être des consommateurs, ça peut être également des conseillers. L'idée, c'est de poser un point de référence de façon à ce qu'on ne soit plus dans cette diversité dans laquelle les exploitations sont immergées et qui rend très difficile à stabiliser les modèles de production. Donc le deuxième, donc ça c'est accompagné, évidemment, ça ne peut pas être uniquement le fait de jugement sensoriel ou de jugement d'aspect, c'est aussi la volonté d'objectiver les relations entre les différentes étapes. Et là, on s'appuie sur un comité scientifique et technique qui a mis en place l'ODARC dédié à la fromagerie, où on a des collègues microbiologistes, des biochimistes de l'UMRSPE, certains étaient là ce matin, l'ODARC, évidemment, des technologues, des chambres d'agriculture, des professionnels et Cajou-Gaza. Nous, on essaie avec quelques difficultés, parce que c'est pas forcément évident de repenser les choses comme ça, de façon à objectiver les liens et à reconnecter les pratiques fromagères aux idéotypes dont je vous ai parlé. Donc c'est bien un processus itératif, mais également un processus délibératif. Vous avez vu que c'est pas une affaire uniquement des professionnels entre eux, ou de chefs d'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus mutualisé et socialisé entre sciences académiques et connaisseurs. Alors voilà, c'est la dernière diapo. Quels sont les enseignements alors, de ce geste collectif d'innover dans les productions traditionnelles en Corse? Mais il faut vraiment penser, mais ça a été dit depuis plusieurs fois, une extension du cadre. L'innovation ouverte, c'est pas une innovation ouverte uniquement vers les premiers concernés par rapport à un produit, un procédé ou une entreprise ou un secteur d'activité. Là, l'innovation ouverte, elle est vers les milieux ressources, s'ouvrir aux problématiques des écosystèmes et vers les communautés de consommateurs et d'usagers. Donc l'écosystème d'innovation, là, c'est pas la version extractive de l'écosystème d'innovation, c'est bien des systèmes, des dispositifs et des écosystèmes d'innovation qui intègrent les systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire les rapports avec le vivant. Là, on est dans des formes d'intégration qui de toute façon sont réalisées. Pensons à ce qui a été fait au niveau du CINIPS en Corse. CINIPS, c'est cette petite guêpe qui est venue s'attaquer aux fleurs des châtaigniers. Il y a eu toute une organisation qui a été faite. Alors, elle n'a pas du tout été modélisée. Ça s'est fait un peu à l'avenant, même s'il y a eu quand même une organisation. C'est bien une prise en compte dans le cadre d'une perturbation extérieure, d'une forme d'innovation organisationnelle pour répondre à un danger, un pathogène en l'occurrence. Zilé, là aussi, il y a eu des dispositifs intéressants. Regardez, ça pourrait être les ferments des fromages sur un mode beaucoup moins perturbant, c'est-à-dire beaucoup plus volontaire.
la deuxième chose, c'est l'enrichissement des collectifs d'innovation à des chercheurs, des professionnels et des mangeurs, mais ça je l'ai dit. Le deuxième élément qui me paraît également intéressant à voir, c'est les moyens ou les possibilités de configurer un écosystème d'innovation dans le cadre que j'ai décrit, c'est-à-dire un cadre qui est très dépendant à l'amont des systèmes socio-écologiques et à l'aval des clientèles. Là, le rôle de la qualification apparaît majeur. Qualifier, c'est définir. Définir, c'est poser un projet d'innovation. C'est donner du sens, une flèche, une direction à l'innovation qui ne peut pas être uniquement celle du marché, quel qu'il soit. L'innovation, ça peut pas être du suivisme. L'innovation, c'est quelque chose qui doit être pensé de plus en plus compte tenu de ce qui nous arrive au niveau des crises écologiques. Donc la qualification, c'est-à-dire définir ce que l'on fait, avec qui on le fait, pourquoi on le fait, et sur quelle matière, ça me paraît complètement décisif aujourd'hui dans les perspectives d'innovation. Et la deuxième chose qui relève un peu plus de la recherche, l'innovation, c'est pas uniquement l'innovation technologique, c'est pas seulement l'innovation numérique, c'est le plus souvent des projets transdisciplinaires. Et là, on est vraiment dans ce cas-là avec la châtaigneraie. On ne peut pas considérer la châtaigneraie du seul point de vue de l'écologue, du seul point de vue de l'économiste, du seul point de vue du castagniculteur, du seul point de vue du gestionnaire. La châtaigneraie nous interpelle pour poser des objets de recherche transdisciplinaire. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre écoute.